On a tendance à penser que pour comprendre son chien, il suffit de regarder le loup. Mais en fait, et si la clé se trouvait ailleurs? Aujourd'hui, on part explorer un peu les cousins, parfois oubliés de nos compagnons, pour vraiment piger d'où viennent tous leurs comportements. Se concentrer uniquement sur le loup, c'est vraiment comme lire juste le premier chapitre d'un livre passionnant. La véritable histoire, elle est tellement plus riche, bien plus complexe. Elle nous emmène dans toute la famille des canidés, un arbre généalogique qui, on va le voir, est rempli de surprises. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce si important de regarder au-delà du loup. Ensuite, on partira observer la puissance de la meute chez un cousin assez inattendu. Après ça, on va jouer un peu les détectives pour démasquer un faux parent. Puis on verra ce qu'un grand solitaire peut nous apprendre. Et à la fin, bien sûr, on mettra tout ça bout à bout pour comprendre ce que ça change pour nos chiens. Allez, on y va. Ok, première étape. Pour bien commencer, il faut poser les bases, c'est-à-dire l'approche scientifique qui nous permet de faire tout ça. L'éthologie comparée, en gros, c'est un peu comme si pour vraiment comprendre quelqu'un, on étudiait toute sa famille. En comparant les comportements entre toutes ces espèces, eh bien, on arrive à faire le tri. On voit ce qui est un héritage de famille, un truc qui vient d'un ancêtre commun, et ce qui est une adaptation propre à une espèce. Forcément, ça nous donne une vision beaucoup plus riche de nos propres chiens. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre premier cas d'étude. Et là, on a affaire à un véritable maître de la coopération sociale. On va voir ce que c'est le comportement de meute à son apogée. Le lycaon, sa structure sociale est juste incroyable. Franchement, sur plein d'aspects, ça va même plus loin que celle des loups. Tout, absolument tout, est organisé pour la survie du groupe. Et le secret de cette cohésion quasi parfaite? Eh bien, ça tient à un rituel assez fascinant qu'ils font avant chaque partie de chasse. Et attention, ce n'est pas juste un petit bonjour pour la forme. Non, c'est un vrai rituel social absolument essentiel pour souder le groupe avant un moment critique comme la chasse. Et ce comportement, ça ne rappelle rien? Pensez à l'accueil que nous font nos chiens. On retrouve clairement des échos de ça. Bon, maintenant, place à une petite enquête. On va voir comment un tout petit geste, un truc complètement inné, peut à lui seul réécrire un arbre généalogique entier. Alors, le dol. C'est vrai que, quand on le regarde, on se dit qu'il y a un air de famille. D'ailleurs, pendant un moment, les scientifiques ont vraiment pensé qu'il pouvait être un des ancêtres du dingo. Logique. Sauf que, un tout petit geste, un réflexe purement instinctif, est venu mettre un sacré bazar dans cette théorie. Et cette différence, ce n'est vraiment pas un détail. Pensez-y, un signal de menace, c'est quelque chose de tellement profond, tellement ancré dans l'instinct, ça ne s'apprend pas. C'est la preuve formelle que le dôle et le chien n'ont tout simplement pas pris le même chemin évolutif. Fin du mystère. Maintenant, pour bien comprendre ce que c'est qu'un animal social, une des meilleures techniques, c'est d'étudier son parfait opposé. Et dans la famille des canidés, cet opposé, c'est le renard, solitaire. En fait, c'est assez logique. Le renard vit seul. Alors pourquoi est-ce qu'il développerait toute une panoplie de signaux sociaux super complexes? Il n'en a tout simplement pas l'utilité. Il n'a pas besoin du langage élaboré d'un animal qui vit et chasse en groupe, comme le loup ou le chien. Mais le renard, il a un autre secret en réserve. Et tout part d'une question un peu folle. Et si on essayait de le rendre social? C'est de là qu'est partie une expérience russe absolument fascinante, menée sur des décennies qui a fini par percer les secrets de la domestication. Et les résultats sont juste dingues. En sélectionnant les renards sur un seul et unique critère, la docilité, les chercheurs ont complètement, et sans le vouloir, changé leur apparence physique. C'est une fenêtre incroyable sur ce qui a dû se passer il y a des milliers d'années, quand les ancêtres de nos chiens ont commencé leur long voyage vers nous. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, le lycaon, le dôle, le renard, il est temps de tout rassembler. Concrètement, qu'est-ce que tout ça nous apprend sur les chiens qui partagent notre quotidien? On voit bien que chaque cousin apporte une pièce essentielle au puzzle. Le lycaon nous montre la puissance de la coopération, le dôle l'importance des signaux qui ne trompent pas, et le renard le lien entre vie sociale et communication, tout en nous donnant un modèle pour la domestication. Nos chiens sont vraiment le résultat de tout ça. Et ça nous amène à l'idée centrale. Plus la vie sociale d'une espèce est riche, plus sa manière de communiquer va être complexe. C'est exactement ce qui s'est passé pour les ancêtres du chien, et c'est la raison pour laquelle nos chiens ont aujourd'hui un système de communication aussi subtil et aussi riche. Finalement, quand on comprend d'où viennent les rituels du lycaon, et qu'on voit aussi les limites d'un animal solitaire comme le renard, on ne peut qu'être qu'encore plus impressionné par la richesse de la communication de nos propres chiens. Ils sont programmés pour se connecter à nous. Alors la prochaine fois qu'on observera son chien, peut-être qu'on ne verra plus seulement un loup miniature. Peut-être qu'on verra l'héritier de toute une famille à la fois complexe et tout à fait extraordinaire.